Bonjour à tous, toujours dans la série Géologie pour les terminales S, nous allons voir quels sont les indices d'épaississement crustal, car nous avons vu dans la vidéo isostasie qu'à certains endroits, notre croûte continentale était beaucoup plus épaisse que la moyenne. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Qu'est-ce que nous savons de la croûte terrestre à l'entrée de la terminale? Bon, on est sorti de la première S en connaissant ce schéma. On a deux croûtes, continentale et océanique à la surface de la Terre, que les deux croûtes s'affrontent dans une zone de subduction et que la base de la croûte est délimitée par une discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Mohorovici ou le MOHO. Avec les vidéos précédentes sur l'isostasie, nous avons rajouté qu'il existe une surface de compensation qu'on va placer à la base des racines crustales des chaînes de montagne pour pouvoir calculer les différentes épaisseurs de manteaux, par exemple ici. Bref, on a plein d'informations et dans tous les cas, on parle de quoi? On parle de la croûte qui est épaisse. On a vu en isostasie que l'épaisseur de la croûte moyenne c'était 30 km. On a parlé des altitudes, on a parlé des racines crustales. Bref, ici on a un épaississement de la croûte continentale. Donc maintenant, ça c'est bien beau, c'est un schéma. Mais comment est-ce qu'on repère les épaississements de croûte continentale sur le terrain? Parce que parfois on se trouve ici ou là et on n'a pas l'impression qu'il y a un épaississement, mais on peut trouver des indices qui nous prouvent qu'il y en a eu un avant. Si on a un épaississement crustal, ça veut dire qu'il y a de la matière qui a été apportée. Et si de la matière a été apportée, on a forcément donc rapprochement de deux blocs de matière. On est en système compressif. Et je vous renvoie à la vidéo qui parle des figures tectoniques de première S, dans laquelle on a vu les mécanismes de faille inverse et de pli-faille. Donc c'est quand la roche est cassante, elle se casse, on a un bloc qui se déplace, qui grimpe sur le pendage de la faille, qui passe par-dessus le premier bloc. Ou alors quand on a une roche ductile, elle va commencer par se déformer, faire un pli. Si la compression continue, ça finit par casser, on a un pli-faille. Et si ça continue, on a le pli qui passe par-dessus, c'est ce qu'on appelle un chevauchement. Comme je vous l'ai dit, bien souvent, quand on pense à épaississement crustal, on pense à chaîne de montagne et on pense qu'on est dans une chaîne de montagne. Or là, regardez, on est à Saint-Jean-de-Luz. Il y a des petites montagnes dans le secteur, mais c'est pas du tout l'altitude des Alpes. Et on a des plis. Donc là, ici, on a des plis en genoux. Ça veut dire que dans cette région, il y a eu de la compression. Il y a eu de l'épaississement crustal. Là, cette fois, nous sommes dans une chaîne de montagne. Ce sont les plis de Nau dans les Alpes du Sud. Et encore une fois, on a un pli en genou. Et quand on regarde la forme des plis, on peut définir le sens général des contraintes. On peut à ce moment-là déterminer le déplacement relatif de la plaque. Ici, nous sommes encore dans les Alpes et cette fois, donc, nous avons un système compressif encore plus important puisque vous voyez que nous avons effectivement un pli et que ce pli s'est cassé. Nous avons ici un système de pli-faille, nous sommes bien en compression. Ici par exemple, nous sommes dans la zone de Glaris, nous sommes dans les Alpes suisses et on repère très bien une grande ligne de fracture là. Alors qu'est-ce qui se passe quand on analyse les roches? On s'aperçoit que dessous on a du Crétacé supérieur, c'est-à-dire des roches du Tertiaire, alors qu'au-dessus on a du Permien qui apparaît et ce sont des roches qui datent donc du primaire. Donc là on a une discordance. On a du plus vieux qui repose sur du plus jeune. Pas logique. Ça veut dire quoi? Toute cette unité là, elle était dessous et elle est passée par-dessus. Et quand on analyse le sens de glissement, on est sud-est, nord-ouest. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'apprend rien de plus qu'en première S. Je suis d'accord, on utilise les connaissances de première S, on fait des rappels. Maintenant, on va rajouter quelque chose. Imaginez ces roches qui sont déplacées sur des kilomètres, qui subissent des contraintes tectoniques, des pressions. Elles vont subir des modifications de pression et de température. Pensez notamment à cette zone de contact-là, où vous avez deux couches de roches qui vont frotter. Je vous fais un dessin. Frottez vos mains. Qu'est-ce que vous sentez? Le frottement provoque de l'énergie, dégage de la chaleur. Vous frottez les mains quand vous avez froid. Alors imaginez des masses énormes comme ça. Le poids que ça exerce sur cette limite, la pression donc, le frottement, l'énergie dégagée. Vous pensez bien que les minéraux qui constituent ces roches
vont subir des déformations, ils vont subir des contraintes. Et ces contraintes vont avoir un impact sur la structure des minéraux, ils vont se réorganiser. On a donc une modification à l'état solide, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Donc toutes ces roches qui sont déplacées, qui subissent des contraintes de pression et de température, qui se réorganisent à l'état solide, subissent donc des modifications appelées métamorphisme. Ça va être notamment le cas de cette argile rouge, la pellite, normalement qui n'est pas métamorphisée. Et dans les chaînes de montagne, on va la trouver légèrement différente. On l'appelle la métapellite. Alors elle présente parfois comme un feuilletage. Ici, on a une réorganisation de la roche. Pourquoi donc cette roche se transforme-t-elle en celle-là? Quelles sont les caractéristiques des minéraux qui font que l'aspect de la roche change? Les minéraux sont des associations d'éléments chimiques, des associations d'atomes. Et ces associations sont réalisées par des liaisons. Et vous savez que les liaisons sont sensibles aux variations de température et de pression. On va donc définir des diagrammes de stabilité. On va donc prendre des minéraux, on va tester en laboratoire des multiples combinaisons de température et de pression pour voir dans quelle gamme de température et de pression un minéral reste stable et à partir de quel moment ce minéral va se réorganiser. Nous avons souvent un exemple qui ressort au bac, c'est l'andalousite, la silimanite et le distène. Ce sont trois minéraux qui finalement ont la même composition chimique, qui sont finalement le même entre guillemets, sauf qu'ils n'ont pas la même conformation spatiale, puisqu'ils ne résistent pas à la même gamme de pression-température. Je m'explique. Dans toute cette zone, c'est-à-dire dans toutes ces combinaisons de pression-température, 400 degrés, 1 kbar de pression, 500 degrés, 2 kbar de pression, 600 degrés, 2 kbar. Bref, vous avez compris, toutes les combinaisons de pression-température de cette zone vont permettre aux éléments chimiques constitutifs de ce minéral de s'organiser dans l'espace. Mais voilà, si je prends par exemple la température de 500 degrés Celsius, à partir du moment où je dépasse les 4 kbar de pression, l'andalousite ne résiste plus. Elle se réorganise pour résister à la pression, donc les atomes se réorganisent dans l'espace et le minéral change de forme et prend le nom de distène. Donc ici, c'est l'ensemble des conditions pression-température qui font qu'on n'a plus d'andalousite, mais du distène. Par contre, si on fait une augmentation de température, nous allons rentrer dans le champ de la silimanite. Vous avez du mal à saisir le principe? Imaginez que l'andalousite, c'est ça. Voilà, super, hein? Vous connaissez ces magiques petites briques? Dans cette gamme de température et de pression, elle est stable. Maintenant, supposons que mon andalousite, je l'augmente en température. Je passe l'ensemble des conditions pression-température qui font que l'andalousite n'est plus stable. Elle arrive là. Mais moi je tiens pas, je supporte pas, je me réorganise. Tac, voilà. Là, je résiste mieux. J'ai un peu changé de forme, mais je suis toujours constituée des mêmes pièces. Je m'appelle la silimanite. Maintenant, supposons que cette silimanite, on la ramène à des pressions plus importantes et qu'en plus, on baisse sa température. Ah oui, non, stop. Moi, j'aime pas ça. Je me réorganise. Donc là, voilà. Là, je suis plus stable. Et ben voilà. Là, je m'appelle le distène. Je suis toujours constituée des mêmes pièces. Par contre, je n'ai pas la même forme parce que je suis dans une série de pression-température qui font que quand j'étais sous cette forme, je ne résistais pas. Quand j'étais sous cette forme, je ne résiste pas. Là, comme ça, je résiste. On a également une limite en vert ici. Donc, par exemple, la muscovite et le quartz sont stables dans ces gammes de pression-température. Le feldspath potassique, lui, est stable dans ces gammes de pression-température. On va avoir également ici la limite de stabilité, chlorite à gauche, biotite à droite. Et là, nous avons une ligne particulière qui s'appelle le solidus du granit. Solidus, c'est l'ensemble des conditions pression-température. Pourquoi je dis conditions pression-température? Parce que chaque point est une combinaison d'une température et d'une pression, d'accord? C'est un graphique, je ne vais pas vous apprendre à tracer un graphique. Donc, tous ces points correspondent à l'ensemble des conditions pression-température qui font que, avant, c'est solide, après, ça commence à fondre. Et oui, si les minéraux se réorganisent à cause de la pression de la température, n'oubliez pas qu'une roche, c'est une association de minéraux. Donc, si les minéraux bougent, la roche va bouger. Ainsi, on peut établir un diagramme dit de phase
d'une roche et non pas un diagramme de stabilité, puisqu'une roche est constituée de plusieurs minéraux, que chacun de ces minéraux va modifier sa structure en fonction de la pression-température. Donc si on fait une moyenne de tout ça, globalement vous prenez une roche, vous la mettez dans une certaine condition de pression-température, elle va être solide. Maintenant, si vous augmentez la température et ou la pression, il arrivera un moment où les conditions vont être telles que la roche va commencer à se liquéfier. Elle va entrer en fusion. Donc par exemple, si on est en surface faible pression, on a besoin d'une température assez basse. Par contre, plus on va augmenter en profondeur, la pression a tendance à écraser les atomes les uns sur les autres. Donc ça va être plus dur d'agiter les liaisons et séparer les atomes. Donc il va falloir augmenter en température au fur et à mesure que la pression augmente pour pouvoir casser les liaisons et fabriquer une roche en fusion. Donc nous avons ici ce qu'on appelle la courbe du solidus. C'est la courbe qui nous dit que tous les points situés avant sont solides et les points, c'est-à-dire les combinaisons de pression-température, une température, numéro 2, même si la pression n'a pas changé, j'ai passé la limite des conditions température, la roche va commencer à fondre. Donc ici, j'ai du solide plus du liquide, parce que ce n'est pas toute la roche qui fond. Pour que toute la roche fonde, il faut passer un ensemble de conditions pression-température, appelées liquidus, qui font que, effectivement, à cette température T3, même si je reste à P1, toute la roche sera liquide. Alors vous voyez qu'effectivement, encore une fois, plus on va en profondeur, plus il faut une température élevée. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un diagramme de phase d'une roche. En fonction des combinaisons de pression-température, la roche sera globalement solide, ou elle sera en fusion partielle, ou elle sera liquide. Et donc, maintenant qu'on a compris le diagramme de phase d'une roche et le diagramme de stabilité des minéraux, ça va nous permettre, quand on est sur le terrain, qu'on trouve certaines roches, d'expliquer leur allure et de se dire, ah bah tiens, hey, regarde, là on a eu de la fusion, tiens, là ça a été liquide, bah tiens, il y a une augmentation de pression, de température, il y a eu du remaniement, il y a eu des contraintes. Et donc, il y a eu de l'épaississement crustal. Maintenant qu'on connaît les diagrammes de phase d'une roche et les diagrammes de stabilité des minéraux, quand on se promène sur le terrain, qu'on trouve certaines roches qui présentent des cristaux formés normalement à grande profondeur, dans des conditions de pression élevée, on peut se dire, bah tiens là, et oh regarde, ça a été rentré en profondeur, c'est remonté en surface, il y a eu de l'épaississement, il y a eu du mouvement, il y a eu de la contrainte. Alors vous allez me dire, mais si ça fond, on va plus le voir, puisqu'en général, les liquides sont des magmas, ils se déplacent, ils vont ailleurs. Oui, mais cette zone-là, toute cette zone solide, si vous prenez un point là, que vous l'enfoncez comme ça, vous n'augmentez pas sa température, mais vous augmentez sa pression, mais vous êtes toujours dans le champ solide. Or, on a une augmentation de pression. Les minéraux vont se réorganiser. Donc, toute cette zone, en fait, qui présente des changements, c'est la zone du métamorphisme. Alors, vous allez me dire, donc, je peux être à une température 0, je descends à grande profondeur et ça c'est possible. Eh ben non, c'est pas possible, soyons réalistes. Quand on s'enfonce en profondeur, il y a des éléments radioactifs, il fait chaud. Donc il y a forcément une zone ici qui n'est jamais réalisée dans la nature. Parce qu'à partir du moment où vous enfoncez, ben vous avez forcément une augmentation de la température. Je suis en surface, je peux rester à 0, mais si je descends à une certaine profondeur, ma température va forcément s'élever au fur et à mesure que je descends. La température augmente, il fait de plus en plus chaud. Donc là, dans un diagramme de phase d'une roche, il y a toujours un ensemble de conditions pression-température qui ne sont pas réalisées dans la nature. En tout cas, les roches peuvent se réorganiser dans cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent subir des augmentations légères de température ou fortement de pression qui vont être suffisantes pour qu'elles se réorganisent. Alors vous allez me dire, bah oui d'accord, ok, métamorphisme. Mais un exemple, ça ressemble à quoi? Eh bien prenons de l'argile. De l'argile, vous connaissez, il y en a partout. On augmente la pression en raison de contraintes tectoniques. En raison de contraintes tectoniques, cette argile va être déplacée dans un pli, un chevauchement, etc. Elle va être écrasée. Elle a donc une augmentation de pression. Elle va se modifier. Elle va créer un feuilletage, comme de la pâte feuilletée, et change de couleur. Ça s'appelle un schiste ardoisier. Mais voilà, on peut continuer à augmenter la pression et un petit peu la température, suffisamment les modifier sans que tout cela ne fonde. Et ça va donner par exemple un gneiss folié. Pourquoi on dit folié? Parce qu'il est constitué de feuilletage. Alors, quelle est la différence entre le schiste ardoisier et le gneiss? C'est que là, on va commencer à voir des nouveaux cristaux réellement se former.
Il faut savoir que le gneiss est une roche donc dite métamorphique qui présente une certaine structure de feuilletage avec des gros cristaux. Le gneiss peut donc venir de la transformation soit d'une roche sédimentaire qui a été mise en contrainte, soit d'une roche magmatique qui a également été mise en contrainte. Parfois, la contrainte est telle qu'on va voir ce qu'on appelle des gneiss œillés. On va voir des jolis cristaux ici de feldspath qui sont un peu écrasés, qui prennent la forme des yeux. Et tout autour semble se dessiner un feuilletage, un litage. Donc ici, on sent bien qu'on a un écrasement qui feuillette la roche avec quelques cristaux qui résistent. Parfois, ces cristaux de feldspath ont été formés dans un deuxième temps. Mais bien souvent, ce sont des cristaux qui ont résisté. Donc si on trouve des gros cristaux de feldspath, c'est qu'on est dans une roche qui à l'origine en possédait. Et donc forcément, un granit. Donc ici, nous avons un orthogneiss, c'est un granit métamorphisé. On va le trouver bien souvent dans les parties profondes et érodées des chaînes de montagne. Si la pression continue, notre gneiss va continuer de se modifier et on va obtenir ce qu'on appelle une migmatite. Et là, on va nettement distinguer deux lits dans la roche. On a globalement des lits plutôt clairs et des lits plus sombres situés entre les bandes claires. En fait, ici, la roche a tellement augmenté en pression-température qu'elle a commencé à fondre. Nous avons passé le solidus et nous avons un magma qui s'est formé au sein même de la roche. Ce magma a été refroidi, il a cristallisé. Il est ici, c'est la partie blanche. On voit nettement les cristaux formés. C'est ce qu'on appelle le mobilisa. Par contre, cette partie noire, c'est ce qui reste de la roche, du gneiss, et ça s'appelle la restite. Donc ce gneiss a subi tellement de variations pression-température que finalement il a commencé à fondre. Du magma s'est formé, on a donc une fusion partielle bien sûr. Du magma s'est formé, mais il n'a pas réussi à s'échapper. Il est resté prisonnier de la roche et il a recristallisé sur place. On a donc finalement du magma qui est sorti là, d'ici, hop, et qui a créé les lits de mobilisa juste autour des lits de restite. Ça se voit encore mieux sur cet échantillon où on voit effectivement très bien ce nouveau magma, la roche qui est entrée en fusion partielle, le magma s'est accumulé et il nous reste donc la restite, la partie noire. Là, ça se voit encore mieux, on a vraiment l'impression d'avoir un magma qui a coulé autour de vieux bouts de roche qui restent. Et en supposant que les conditions de pression-température continuent d'augmenter, tout va finir par fondre et on va obtenir un granit dit d'anatexie. Voilà, ce granit d'anatexie, il est là. C'est la roche qui a entièrement fondu, qui s'est recristallisée. Donc là, on a tout un magma qui essaye de circuler, de s'échapper. Là, on voit des veines de ce granit. Donc si je reprends mon histoire, j'ai dit tout à l'heure, je suis partie d'un granit. Ça a donné un gneiss œillé. Puis, il a donné de la migmatite et maintenant du regranite de nouveau. Oui, mais c'est pas le même granit qu'au départ. On reprend l'histoire. J'ai un granit. Je le fais entrer en fusion partielle. Il va me donner une roche qui s'appelle de la migmatite. C'est une roche donc métamorphique puisqu'on a eu un changement à état solide. On est donc parti d'une roche magmatique, on a formé une roche métamorphique. Maintenant, en supposant que cette migmatite entre en fusion complète, elle va totalement fondre, elle va donner un magma qui va former donc de nouveau une roche magmatique et ce sera par contre un granit dit d'anatexie. Ça veut dire obtenu par fonte complète d'une roche métamorphique d'origine granitique. Donc quand on est dans une chaîne de montagne ou dans un endroit, dans une plaine où il y a du granit, des roches dures et on va trouver du granit d'anatexie, on se dit oh là là, on est dans une plaine, on trouve du granit d'anatexie, c'est pas possible. Ça s'est formé à grande pression, grande température, donc forcément ça a été mis en grande profondeur. Donc si ça a été mis en grande profondeur, ça a été mis là, au fond de la CC. Ça veut dire que ça s'est enfoncé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu un épaississement à un moment donné dans l'histoire de la région. Sauf que, comme il y a l'érosion, on enlève tout ça. Et hop, maintenant, vous, en supposant que le niveau du sol soit là, vous êtes un petit bonhomme, vous vous baladez, vous voyez ce fameux granit d'anatexie, vous savez
qu'avant, au-dessus de votre tronche, il y avait une chaîne de montagne. Alors on a dit au début de la vidéo, il y a eu un épaississement de la croûte continentale, on cherche les indices sur le terrain. Ok, mais celle-là alors, elle en fait quoi? Celle-là, des fois, ça lui arrive, hop, qu'elle vienne faire un petit tour ici. Un morceau de CO qui se dépose sur de la CC. On a un épaississement crustal, on a augmenté l'épaisseur de la croûte. Voilà par exemple le massif du Chenaillé dans les Alpes. Quand on se promène et qu'on grimpe dessus, si on prend notre petit bonhomme, on le met ici, on trouve de la serpentinite. La serpentinite, c'est de la péridotite métamorphisée. Ça ressemble un peu à ça, alors on l'appelle serpentinite parce qu'en fait, ça ressemble à de la peau de serpent avec des écailles. Mais ici, c'est une péridotite métamorphisée. Donc, on a de la péridotite qui se trouvait normalement dans le manteau, elle est métamorphisée. Si on continue de se balader, qu'on monte ici, on va trouver du gabbro. Et quand on monte encore plus en altitude, on trouve des pilolava, c'est-à-dire des basaltes en coussin. Et ça, on a vu que ça se forme sous l'eau, au niveau des dorsales. Donc ici, finalement, on a un morceau de croûte océanique qui a été amené en surface. C'est ce qu'on appelle une ophiolite. Alors souvent au bac, on vous donne ce schéma, il est très connu. Vous avez donc la coupe du Chenaillé avec les péridotites métamorphisées, les gabbros, puis les basaltes avec les basaltes en coussin. Donc ici, la coupe de croûte océanique, mais comme elle n'est plus sous la mer et qu'elle est en surface, on appelle ça une ophiolite. Toujours en rapport avec Ophis le serpent. Pourquoi? Parce que péridotite métamorphisée qui ressemble à de la peau de serpent. Donc vous voyez que pour prouver qu'il y a eu un épaississement crustal, on va se servir à la fois d'indices tectoniques et d'indices pétrographiques, c'est-à-dire des roches. Donc là, tout ce qui est plis, failles, chevauchement, mouvement de terrain, et là, tout ce qui est roche qui a été métamorphisé. À bientôt!